Conseils détaillés dans les catégories. Sommeil, activité physique, respiration, rituel matin et soir, café, alcool, tabac. Ce chapitre peut sembler un peu moraliste voire rabat-joie pour les plus jeunes lecteurs de ce site. Pourtant ce qui est pourtant visé ici c'est un vrai renouveau au niveau bien-être, et indispensable à une vraie joie de vivre. Il est très important pour les adultes TDAH de savoir gérer leur énergie pour bien fonctionner, d'avoir des règles pour être plus réguliers, et obtenir ainsi une attention et une humeur plus régulières. Beaucoup ont de mauvaises habitudes, ou pas d'habitude, en matière d'hygiène de vie, ce qui accentue fortement leurs symptômes négatifs. C'est en même temps une des conséquences de ce trouble par manque d'attention sur les règles élémentaires d'hygiène de vie. Le meilleur point de départ est de changer la première et la dernière heure de la journée. Passer des soirées calmes et éviter les activités trop stimulantes en deuxième partie de soirée. C'est le premier conseil détaillé de cette longue série, et c'est peut-être un des plus importants pour les adultes TDAH. La qualité de la journée suivante dépend beaucoup du type de soirée qui l'a précédée, donc c'est vers 18 h que vous prenez les bonnes décisions pour le lendemain, comme d'arrêter le travail plus tôt et revenir à votre vie privée. Passez donc vos soirées de manière relativement calme, afin de baisser l'hyperactivité mentale générée dans la journée. Les nouveaux écrans de télévision géants, et hyper réalistes diffusant des programmes de télévision modernes accentuent l'hyperactivité mentale, avec des images trop lumineuses pour le soir, et qui défilent trop vite, toutes les 3 secondes en moyenne. Diminuez les films, séries ou émissions violentes ou pessimistes dont les journaux télévisés. Optez pour un programme gai et calme si vous ne pouvez pas éviter la télévision, en arrêtant au moins 1 heure avant votre rituel endormissement. Évitez aussi les activités sur les autres écrans, ordinateurs, tablettes, smartphones, en deuxième partie de soirée. Recherche sur Internet d'une nouvelle solution miracle pour résoudre tous vos problèmes, réseaux sociaux, jeux. En effet, la lumière bleue des écrans, y compris télévision, bloque la mélatonine qui est l'hormone du sommeil, donc votre cerveau reçoit l'information qu'il n'est pas encore l'heure de dormir. De plus, l'activité stimulante sur les écrans ne prépare pas au sommeil. Il existe des filtres de lumière bleue pour les écrans ou des logiciels pour en diminuer l'impact négatif, f.lux sur les ordinateurs, et beaucoup d'applications, apps, sur smartphone/iPhone/iPad. Mais le mieux est vraiment d'éteindre les écrans le plus tôt possible en soirée. Une projection vidéo ou une sortie au cinéma le soir, avec un film divertissant, positif ou inspirant, et des plans pas trop rapides, supérieurs à 6 secondes, seront moins nocives pour le sommeil que la TV ou les écrans ordinateurs ou smartphones. Les seuls écrans vraiment neutres pour le sommeil sont les lecteurs de livres numériques, car ils ne diffusent pas une lumière vive, et parce que l'activité de lecture est moins stimulante qu'un film. De même, il est bon de tamiser les éclairages de la maison en évitant certaines ampoules LED le soir qui diffusent une lumière bleue. Préférez les lampes de type halogène qui diffusent une lumière moins nocive pour les yeux, et dont l'intensité de la lumière est facilement réglable. Évitez les conflits relationnels, et mettez en place un rituel bienveillant avec votre conjoint ou vos enfants, basé sur le positif de la journée et le pardon des petites altercations. Idem avec soi-même, ne pas ressasser les mauvais moments de la journée, et ne pas penser au stress du lendemain. Sortir le soir jusqu'à une heure raisonnable est souvent moins hyperactif pour notre cerveau que de rester devant sa télé ou son ordinateur. Si c'est dans vos besoins ou valeurs, faire la fête de temps en temps sera intéressant car cela chassera vos pensées négatives. En fin de soirée, un rituel d'endormissement est très efficace, comme l'écoute de musique relaxante ou d'audio apaisant et inspirant. Les dernières pensées qui accompagnent l'arrivée du sommeil sont importantes pour la qualité du sommeil, et notre humeur au réveil. Lire un livre peut être intéressant pour ceux qui le peuvent, mais cela nécessite de la concentration.
donc écouter un livre audio en dilettante est souvent mieux désigné le soir pour nous détourner de nos pensées sans nous fatiguer, et cela peut favoriser ainsi l'arrivée du sommeil. Le volume sera le plus bas possible si on veut s'endormir avec un livre audio. Dans une phase de restructuration comme vous êtes peut-être en ce moment, ce sera d'autant plus profitable si on écoute un livre audio inspirant et apaisant de développement personnel, voire les livres audio ci-joints. Si malgré tout l'endormissement se fait attendre, il est intéressant de se concentrer sur une image mentale apaisante, les bons moments de la journée qui vient de se terminer, ou sur sa respiration. Pour certains, le simple fait d'être allongé dans le noir génère de l'anxiété. Les plus expérimentés feront 10 minutes de respiration en cohérence cardiaque, une relaxation corporelle ou une méditation dans leur lit. Si le sommeil ne vient toujours pas, il est préférable de lire un livre, écouter un livre audio, ou même se relever pour marcher un moment, sans se stimuler avec un écran, et attendre le bâillement suivant indiquant le début d'un nouveau cycle de sommeil, tous les 90 minutes. Le sommeil doit être considéré comme un outil de performance et non pas une perte de temps. La qualité du sommeil est très importante chez l'adulte TDAH, beaucoup plus que chez la majorité des adultes suffisamment attentifs, et qui peuvent se permettre parfois un mauvais sommeil. Relisez au chapitre médicaments les différents troubles du sommeil qui se retrouvent souvent chez les adultes TDAH, à 75%. Citons l'hypersomnie, la narcolepsie, l'insomnie de début de sommeil, l'insomnie de réveil précoce, l'apnée du sommeil, le syndrome des jambes sans repos, etc. Avant de se tourner vers les médicaments possibles, on va améliorer son hygiène de vie générale, plus d'activité physique, et de contact à la lumière du jour, moins de café, d'alcool, de tabac et de nourriture le soir, et son état psychique, moins de stress, de colère ou d'insatisfaction. Dans tous les cas, évitez une utilisation quotidienne d'anxiolytiques benzodiazépines qui détériorent la qualité du sommeil, même s'ils constituent exceptionnellement une bonne béquille pour réduire une anxiété extrême. Préférez la mélatonine et, de temps en temps, sans en abuser, un hypnotique car il respecte la qualité du sommeil, voire votre médecin. Comme on l'a déjà vu au chapitre TDAH et troubles du sommeil, beaucoup d'hyperactifs sont du soir, ils ne veulent pas aller dormir et sont comme entraînés par un moteur interne. Ce décalage pose des problèmes d'adaptation sociale, car la plupart des gens se lèvent tôt le matin. Il est reconnu aussi que le sommeil du matin est moins récupérateur pour le mental avec donc plus de problèmes d'attention le lendemain. Pour ceux qui travaillent chez eux, le fait de ne pas sortir, et de ne pas faire d'exercice, ne serait-ce que de la marche, de ne pas voir la lumière du jour, va favoriser encore plus l'endormissement tardif. On peut compenser avec de la luminothérapie le matin ou vers 17 h, qui améliore en plus l'humeur pour ceux qui font des dépressions saisonnières l'hiver, mais sortir dehors pendant la journée est plus simple et plus sain. Plus exactement, si on veut avancer l'horloge interne pour être moins du soir, donc corriger le syndrome de retard de phase du sommeil, SRPS, il va falloir faire de l'exercice, marche, travail physique, sport, et s'exposer à la lumière du jour le plus tôt possible dès le matin de 8 h. Un simulateur d'aube au réveil spécial lumière bleue, des ampoules LED bleues ou un appareil de luminothérapie peut être une aide surtout en hiver. Bonne nouvelle, si vous êtes accro des écrans, et si vous n'arrivez pas à vous endormir le soir, la solution est de travailler sur les écrans LCD des ordinateurs le plus tôt possible le matin au lieu du soir. Vous allez ainsi corriger votre retard de phase de sommeil sans vous priver de votre plaisir favori, c'est juste une question de le faire au bon moment. Et évidemment ce sera plus efficace à tout point de vue. Il faut donc éviter aussi les lumières des écrans, TV, ordi, tablette, smartphone, 1 heure avant de vous coucher, évitez aussi les sons bruyants. Évitez absolument d'utiliser votre ordi/tablette/smartphone dans le lit, sauf lecteur de livres numériques, et ne vous endormez pas avec la télévision.
écoutez de la musique douce, et relaxez-vous avant de vous coucher. Et associez votre lit au sommeil ou à faire l'amour. Enfin, dans la journée, une sieste courte de 20 minutes, mettre en réveil, ou très courte de 2 minutes à son bureau, peut permettre de se régénérer pour l'après-midi, notamment si la nuit précédente a été perturbée ou trop courte, mais cela demande un apprentissage. D'une manière générale, il est bon de se coucher assez tôt et à une heure régulière, entre 22h et minuit. Il est possible qu'un décalage exceptionnel puisse favoriser la créativité le soir même, mais attention de ne pas généraliser ce décalage du sommeil car être créatif n'est pas suffisant pour avancer dans la vie, et être équilibré pour la plupart d'entre nous. Donc il est important de se coucher à heure régulière, et pas trop tard. Un bâillement est un bon indicateur de début de cycle, mais il vaut mieux être à ce moment-là déjà apaisé, et prêt à aller au lit. Les cycles de sommeil qui durent en moyenne 90 minutes, donc voici ce que cela peut donner dans l'exemple ci-dessous. Exemple. Si vous vous levez à 6 heures, et si vous avez normalement besoin de dormir durant 6 heures, 4 cycles de 90 minutes, vous devez donc vous endormir à 0 heure, minuit. Donc si votre durée d'endormissement moyen est de 30 minutes, couchez-vous vers 23h30, et commencez votre rituel d'endormissement vers 23h, écrans éteints si ce n'est pas déjà fait, audio qui calme, brossage des dents, musique relaxante dans le lit, faire l'amour etc. Si vous avez manqué le train de 0 heure, il faudra sans doute attendre celui de 1h30 en prolongeant le rituel d'endormissement avec un livre ou un livre audio par exemple. Dans ce cas, vous pouvez aussi prendre un peu de mélatonine, -1 mg, vers 0h30 pour vous endormir, et ne pas attendre le prochain cycle, ou vers 1h30 pour écourter le sommeil d'un cycle, 4h30 de sommeil sur 3 cycles de 90 minutes, et en ayant le lendemain une attention et une énergie à peu près normales. D'autres personnes ont besoin de 5 cycles de 90 minutes, donc 7h30 de sommeil. Ceux-là auront intérêt de se coucher à 22h pour un réveil à 6h ou 23h pour un réveil à 7h, si on compte toujours 30 minutes en moyenne d'endormissement. Pour éviter que votre réveil vous réveille difficilement au milieu d'un cycle de sommeil profond, utilisez un simulateur d'aube qui vous réveillera plus certainement à la fin d'un cycle, ce qui permettra une meilleure forme pendant la journée. On peut aussi laisser plus ou moins ouverts ses volets et cela fonctionne très bien selon la saison. Il existe aussi des applications sur smartphone dont la musique de réveil, pré-alarme, augmente progressivement, et donc le réveil se fera plus facilement lors d'une période de sommeil léger afin d'avoir une meilleure énergie matinale. Citons sur Android les apps Gentle Alarm et Sleepcast. Cette dernière vous permet aussi de vous endormir en douceur avec la playlist audio de votre choix, et avec un volume qui diminue. Rappelons d'autres basiques pour avoir un sommeil réparateur, notamment une température pas trop élevée dans la chambre, ce qui est un piège fréquent en appartement. Pensez aussi à aérer la chambre durant la nuit ou 1 heure avant. Avoir un bon matelas, qui peut être relativement ferme pour la tenue du dos mais qui doit surtout avoir une surface de couchage souple pour permettre la circulation du sang, et éviter ainsi au corps de bouger souvent dans la nuit. Si on ne veut pas changer son matelas, on peut rajouter un surmatelas à mémoire de forme ou même un simple surmatelas de mousse de 4 cm. Le repas du soir doit être ni trop léger ni trop lourd et composé de sucre lent essentiellement. Donc le sommeil n'est pas une perte de temps mais un outil de performance et de qualité de vie. Beaucoup ne comprennent pas la corrélation entre le sommeil et le TDAH, ou l'oubli quand arrive le soir. Pour vous aider à comprendre l'impact du sommeil sur la qualité de l'attention, et la qualité de vie, et essayer de le réguler petit à petit, vous pouvez noter tout cela pendant plusieurs jours avec l'agenda du sommeil 6 juin, agenda-du-sommeil. Rajoutez vos heures tardives sur l'ordinateur dans le temps de travail. Même si cela peut prendre des mois ou des années, changer vos habitudes pour améliorer la qualité de votre sommeil est un investissement qui n'a pas de prix.
Les adultes TDAH commencent souvent mal leur journée avec une hyperactivité ou nébulosité cérébrale, qui paralyse les hypoactifs et disperse les hyperactifs dès la première heure d'activité. Ce phénomène est amplifié s'il y a eu la veille au soir une activité hyperactive sur un écran, TV, ordinateur. Il est important de commencer votre journée avec un rituel de réveil axé sur l'attention et l'énergie. Vous allez installer au fil des jours un rituel de réveil et de début de matinée énergétique qui va vous permettre de faire baisser tous les symptômes négatifs du TDAH. Dès le réveil, il est bon d'éviter de partir dans son mental pour ruminer, ressasser vos problèmes de la veille ou vous inquiéter pour les activités de votre journée. Beaucoup ne font que rêvasser pendant 1 heure avant de mettre un pied par terre, et cela est annonciateur d'une journée improductive. Votre état d'être de la première demi-heure est pourtant capital pour le reste de la journée. Que faire? Vous pouvez ne pas vous lever tout de suite mais profitez-en pour faire une dizaine de grandes respirations ventrales amplifiées, et conscientes dans votre lit, 2 minutes à 5 minutes selon la souplesse de votre diaphragme. Accrochez-vous car votre hyperactivité mentale va tout faire pour vous en détourner. Une application sur votre smartphone peut vous y aider, App Pranayama. Vous pouvez ensuite faire quelques mouvements de type yoga/Qigong, aller prendre quelques cours d'abord, ou simplement quelques étirements ou exercices de musculation pour les plus sportifs, tout cela avec la conscience du corps que vous avez acquis dans votre relaxation. Un bon point d'entrée est dans cet article du blog. Posture de yoga pour l'attention et l'énergie. Vous pouvez préférer une relaxation ou méditation corporelle. Un bon point d'entrée est une méthode basée sur des audios dans cet article du blog. Méthode d'apprentissage de la relaxation corporelle, qui à terme sera plus énergisante qu'une cafetière entière de café ou que la Ritaline et sans effet secondaire. Certains préfèrent l'inverse, commencer dans le lit une relaxation corporelle puis enchaîner avec quelques mouvements, dans le lit puis hors du lit. Vous pouvez enchaîner avec l'écoute d'affirmations positives pour une meilleure estime de vous ou par un rituel d'estime de soi devant le miroir de sa salle de bain. Si vous avez suivi ces conseils, votre hyperactivité mentale n'est pas encore là et sera moins importante tout au long de la journée importante. Prenez votre douche, pourquoi pas en chantant afin de ne pas commencer à avoir des pensées stériles ou négatives. Vous pouvez essayer la douche énergétique en alternant chaud et froid sur les jambes les premiers jours, puis progressivement les bras, l'abdomen, la tête, la nuque, puis le dos pour les plus courageux. Tous ces rituels font que vous êtes à la fois calme, et en énergie, centré avec votre famille ou seul devant votre bol, sans écouter à la radio les nouvelles accablantes du monde. Le petit déjeuner doit être copieux et énergisant mais sans caféine, thé vert ou décaféiné à la place. Optez plutôt pour un petit déjeuner à base de sucre lent, et de temps en temps à base de protéines, voire chapitre diététique. Puis vous commencez votre journée de travail. Si vous n'êtes pas obligé de pointer au bureau ou rester à la maison, vous pouvez sortir pour marcher un peu, ou aller travailler 1 heure au café du coin si c'est possible. Dans tous les cas, essayez d'éviter vos addictions et distractions pendant la première heure de travail, Internet, email, en avançant sur une tâche prioritaire, avec éventuellement une to-do list journalière et hebdomadaire en période de crise ou de gros volume d'activité pour vous enlever l'anxiété d'oublier une tâche importante, voire chapitre procrastination. Les enfants et les adultes TDAH ont souvent une respiration faible ou irrégulière, en n'utilisant que la partie haute de leur poitrine, et rarement l'abdomen. Cela amplifie le stress, la fatigue et par conséquence la tension. C'est aussi très gênant la nuit car cela peut induire des troubles comme l'apnée du sommeil. Pour la journée, le plus simple est de mettre en place progressivement une respiration plus ample et plus régulière. On gonfle le ventre comme un ballon à l'inspiration et on rétracte ce même ventre à l'expiration, ce qui a pour effet de faire descendre le diaphragme, à l'inspiration, et le faire monter, à l'expiration. Commencez à vous entraîner maintenant en regardant l'image animée ci-contre.
puis on amplifie jour après jour sa respiration, au réveil comme on l'a vu plus haut, et spécialement quand on a besoin de contrôler son impulsivité ou réoxygéner ses neurones, en faisant des pauses au travail, voire travail et organisation. En médecine chinoise, et dans le yoga, la respiration est l'outil de prédilection pour recharger ses batteries des reins, nécessaires au corps et au cerveau. Dans un premier temps, on ne retiendra pas l'air et on se contentera d'amplifier sa respiration comme on peut, le temps que son cerveau s'habitue à ne plus être en apnée, et que cela n'engendre pas de vertige. Il faut faire une pause entre chaque respiration, espacer les inspirations pour ne pas partir en hyperventilation, gonfler le ventre à l'inspiration. Cela produira un effet calmant sur le mental en agissant sur le nerf vague, qui est un composant du système parasympathique, responsable de la lutte anti-stress dans notre organisme. C'est très dur au début. En effet, pour beaucoup d'entre nous, le diaphragme s'est bloqué au fil des années, et il faudra quelques mois pour le débloquer, mais les bénéfices seront à la hauteur de l'effort. Au fil du temps, heureusement, ces exercices de respiration amplifiés seront au contraire très agréables, énergétiques et relaxants à la fois. C'est la priorité des priorités pour un vrai renouveau, surtout pour ceux ayant des montagnes russes émotionnelles. On peut se faire aider par une méthode et des outils associés audio ou vidéo comme ceux-ci contre. La cohérence cardiaque est une approche scientifique qui fera fuir moins de gens que les approches orientales et méditatives. Il s'agit de se faire aider par une petite vidéo qui montre quand inspirer puis expirer pendant 5 minutes. Le temps d'inspire et d'expire est identique, 5 secondes chacun et pas de rétention d'air entre les deux. Arrive alors au bout de 2 ou 3 minutes un état de cohérence cardiaque qui est la synchronisation de la variabilité de la fréquence cardiaque avec la respiration. Si on poursuit quelques minutes de plus au rythme de 6 respirations par minute, il arrive alors un état appelé résonance cardiaque qui amplifie encore les bénéfices de cette cohérence. Voici plus d'explications avec des guides visuels et audio. On peut aller plus loin et acheter un logiciel de biofeedback, voir dans le chapitre thérapie. /spam signe supérieur. Ainsi petit à petit notre façon de respirer change, on arrête de vivre en apnée, avec beaucoup d'effets positifs sur l'énergie, l'attention, l'humeur, et la santé, car d'une part le chaos cardiaque induit par une respiration irrégulière est source d'émotions désagréables, d'autre part l'hypoxie, manque d'oxygène, perturbe les émotions, la régulation de nos neurotransmetteurs, et devient une des causes majeures de nombreuses maladies aujourd'hui comme le soutient à juste titre la médecine chinoise. L'idéal est de conscientiser la respiration afin de bloquer quasiment les pensées pendant quelques secondes, ce qui fait travailler sur l'attention et augmente l'énergie. C'est un premier pas vers l'apprentissage de la méditation très bénéfique aussi pour le TDAH, que l'on verra plus loin. Le sport est vital pour beaucoup d'adultes TDAH, en augmentant leur énergie, leur humeur, leur attention et en diminuant leur anxiété ou leur hypersensibilité. Faire un sport d'endurance permet de respirer amplement et donc provoquer un afflux d'oxygène dans le cerveau que l'on peut reproduire dans une certaine mesure avec la respiration amplifiée vue précédemment. Ainsi on va générer les endorphines puis la dopamine dans les heures qui suivent, en plus de l'angle déstressant pour les jours qui suivent. C'est pour beaucoup l'outil numéro 1 pour être relativement équilibré émotionnellement et pour recharger ses batteries énergétiques. En ce sens, il est très intéressant d'avoir une ou plusieurs pratiques sportives hebdomadaires. La solution tout sport n'est pas la bonne à long terme pour un bon équilibre, mais elle peut être intéressante à court terme pour passer une période difficile ou passer un palier dans son développement personnel ou professionnel, en ayant conscience qu'un excès de sport n'est pas une solution à long terme. Et en effet, il est important d'avoir conscience que des efforts extrêmes quotidiens entraînent une dépendance à la dopamine ainsi générée artificiellement, et surtout aux endorphines qui donnent un effet encore plus euphorisant.
Les deux neurotransmetteurs dopamine et endorphine ne seront plus produits naturellement en dehors de pratiques sportives intenses, et on en revient à une addiction similaire à de la drogue dure même si ce n'est pas mauvais pour la santé physique. Beaucoup de sportifs de haut niveau ou simplement amateurs sont prisonniers de cette dépendance, ils doivent enfiler la tenue de sport quasiment tous les jours et par tous les temps, craignant une blessure physique, et perdre ainsi leur équilibre nerveux précaire. Beaucoup ne prennent plus de plaisir psychologique à leur pratique, n'arrivent pas à se sortir de cette dépendance neurologique, sans chercher vraiment d'autres solutions, car ce n'est pas considéré comme une addiction par la société, même si elle a maintenant un nom. La bigorexie. Si vous êtes déjà dépendant d'un sport extrême, comme le triathlon, et que ce n'est plus un plaisir pour vous, il va falloir réduire petit à petit la fréquence et l'intensité des entraînements en compensant avec un nouvel équilibre de vie et des activités physiques plus douces, et ou plus conscientes comme les arts martiaux ou le yoga. À un moindre niveau, il existe une dépendance plus psychologique avec les sports à risque ou très exaltants mais difficiles à pratiquer régulièrement, parapente, haute montagne, plongée, ou pour des activités interdites, haute vitesse sur la route, /span signe supérieur. D'autres sports ou d'activités nécessitant une grande précision sont plus simples à pratiquer, l'escalade, l'équitation, les arts martiaux. Il s'agit de débrancher son cerveau des pensées compulsives permanentes. Les sportifs de haut niveau appellent cet état de parfaite concentration la zone, et sont alors capables de grandes performances. C'est encore plus évident avec un sport nécessitant à tout prix une concentration extrême pour ne pas se blesser. Ces sports de précision permettent de s'équilibrer régulièrement, on revient la tête vidée avec une meilleure attention et une meilleure humeur pour les heures ou jours qui suivent, et progressivement une meilleure confiance en soi. Ce principe s'applique aussi pour toute activité manuelle ou artistique motivante demandant une attention non cérébrale. Les nouvelles technologies liées à l'étude du cerveau, imagerie à résonance magnétique, ont mis en évidence la correspondance entre le mouvement du corps et le développement des capacités cognitives. En résumé, plus on bouge et plus on développe nos capacités psychomotrices, plus on améliore le fonctionnement de notre cerveau par la création de nouvelles connexions neuronales. Les bénéfices d'une vie en mouvement ne se situent donc pas qu'au niveau corporel, mais aussi et surtout au niveau mental et psychique en agissant sur les neurotransmetteurs, ce qui intéresse au plus haut point les adultes TDAH. Un peu d'activité quotidienne tous les jours est plus intéressant qu'une grande séance sportive hebdomadaire, ce qui n'empêche pas un exercice cardio et musculaire plus intense une fois par semaine. Toute forme d'activité corporelle, de gymnastique, d'aérobic, d'étirement, d'assouplissement, ou de musculation sont intéressantes. Il est indispensable d'avoir une pratique quotidienne. On peut opter pour une gymnastique tonique comme l'aérobic si on en a le courage, car cela amène en plus la composante cardiovasculaire. Il est peut-être plus prudent de choisir une technique de gymnastique douce qu'on ne peut pratiquer chez soi, avec ou sans accessoires, comme la méthode Nado ou Pilot. Certaines permettent aussi de traiter les problèmes de mal de dos comme la méthode Mézières. Ce sera encore plus efficace pour le cerveau si elle est faite en conscience des mouvements de son corps et de sa respiration, sans être submergée par ses pensées, et on parlera plutôt de yoga ou qigong, voir chapitre suivant. Toutes les formes de danse sont très intéressantes aussi. Trouvez le type d'exercice qui vous convient le mieux et le faire souvent, ou faites un panaché de ce qui vous réussit le mieux tout en étant agréable à exécuter. Les bienfaits de la marche sur l'activité cérébrale sont complètement sous-estimés aujourd'hui. 20 minutes de marche est cependant aujourd'hui reconnu bon pour la santé mais aussi pour le cerveau et les neurotransmetteurs. 1 ou 2 heures de marche quotidienne est encore mieux surtout pour un adulte TDAH. L'idéal est une marche méditative dans la nature en mode contemplation. Elle devrait être pratiquée tous les jours, nos ancêtres marchaient 20 km par jour en moyenne dans la nature, nous sommes avant tout des bipèdes.
Elle est à la portée de tous à différents moments de la journée, il suffit de s'arrêter à la station de métro précédente ou de ne pas prendre le bus ni les escalators et ascenseurs et de privilégier les jardins, les parcs et les allées boisées ou fleuries sur son trajet. Monter plusieurs fois par jour plusieurs étages à pied est une activité cardio peu traumatisante pour le corps, et c'est un cadeau que vous faites à vos neurones. Si vous travaillez dans une tour, remontez vos 5 ou 10 étages à pied à chaque pause ou réunion, progressivement sautez une marche sur 2 et vous verrez un résultat très positif sur votre vie professionnelle. Débrancher son cerveau ou être moins dans ses pensées est possible durant toute activité manuelle ou artistique motivante demandant de la concentration non cérébrale. Avoir des occupations manuelles, du bricolage, des constructions, de la peinture, couture ou quoi que ce soit. Quelque chose qui ne demande pas une organisation trop compliquée, mais juste assez de réflexion et de présence pour ne pas vous disperser dans des pensées qui n'ont rien à voir. Au début, quand on n'a pas l'habitude de ce type d'activité, quand on n'a pas les outils, la place, les habiletés, cela peut être très frustrant, fatigant, mais avec l'expérience c'est vraiment comme de la méditation en action pendant des heures. Certains préfèrent être dans la nature pour cela, couper leur bois, faire leur jardin, c'est encore mieux évidemment. Avoir un pied à terre à la campagne dans la deuxième partie de sa vie devient pour beaucoup une évidence incontournable. Fumer provoque 2 effets à court terme, un effet anti-stress et un effet stimulant, ces 2 effets sont intéressants pour le TDAH. Mais des études sérieuses ont montré que la moitié de l'effet positif amené par une cigarette provient du fait que le fumeur va faire une coupure dans son activité, ou dans son hyperactivité cérébrale, en faisant des inhalations profondes, garder l'air dans les poumons, malheureusement avec le tabac, et expirer lentement. Ceci correspond étrangement à une respiration de type yoga comme nous venons de le voir, respect donc aux fumeurs dans ce sens. Mais il y a le goudron, le mercure etc. qui bloquent les vraies énergies, et qui affectent la santé en général sans compter la nicotine qui crée une grande dépendance. Donc l'idéal est de garder seulement le concept du break de 5 minutes à l'extérieur avec des respirations amplifiées, et conscientiser si possible, avec au début peut-être une cigarette électronique. Pour les non-fumeurs, suivez les fumeurs dans leur pause tout en gardant une certaine distance. Le premier effet intéressant de la nicotine est donc l'effet anti-stress. Le deuxième effet de la cigarette qui est l'effet stimulant lié à la nicotine va être remplacé progressivement par certaines solutions des tableaux qui suivent, et qui stimulent naturellement la concentration, style de vie, facteurs de motivation, bon sommeil, sport, métier motivant. Le troisième effet positif de la cigarette est que la nicotine est un amplificateur du rythme respiratoire, ce qui permet aux fumeurs de vivre un peu moins en apnée que la plupart des adultes TDAH. Évidemment ceux qui vont arrêter la cigarette, et faire du pranayama ou de la cohérence cardiaque vont voir leur vie changer positivement avec de nouvelles énergies et une meilleure santé. Mais ce n'est peut-être pas la priorité quand on découvre le TDAH. Il y a en effet tellement de changements plus faciles à faire, au niveau des substances comme l'arrêt de la caféine et du sucre dans le paragraphe suivant, ou concernant des comportements addictifs qui sont simplement de mauvaises habitudes à perdre, et à remplacer par de nouvelles, et saines habitudes variées, et épanouissantes. Quant à l'alcool, il y a bien sûr l'effet désinhibiteur qu'amènent les premiers verres, et qui peut occasionnellement nous permettre d'être en interaction normale avec d'autres personnes, surtout s'ils en ont eux-mêmes pris quelques verres. C'est en effet une bonne façon de faire baisser l'hypersensibilité et le sentiment d'anxiété sociale intrinsèque au TDAH. C'est une solution pour passer un samedi soir détendu, mais évidemment tout se complique tout quand on augmente les doses ou la fréquence. L'utilisation quotidienne d'alcool, même modérée, fait baisser la tension, l'énergie et les côtés positifs du TDAH. Le coup de fouet euphorisant des premiers verres donne le sentiment de mieux se concentrer, surtout s'il y avait une hypoglycémie au même moment,
car l'alcool apporte aussi des calories immédiates, notamment la bière. L'envie d'alcool et l'envie de sucre peuvent être très proches chez beaucoup d'adultes TDAH, car l'hypoglycémie génère chez eux un manque d'énergie et de concentration. Donc évitez l'hypoglycémie en mangeant des sucres lents dans la journée, et si elle arrive quand même, préférez du sucre rapide plutôt que l'alcool pour la faire passer. Si c'est lors de l'apéritif, il est préférable de commencer avec une boisson sucrée non alcoolisée pour enlever l'hypoglycémie, s'il y a, ou une bière légère qui pourra être un bon compromis avec son apport de maltose qui amène une énergie immédiate. Pour la médecine, l'alcool est dans la catégorie dépresseur, ce qui en dit long sur ses effets sur l'humeur, sans parler des autres problèmes de santé potentiels. Donc il est important de vraiment limiter sa consommation d'alcool et ne pas tomber dans cette dépendance. À noter que la combinaison tabac-alcool-café en grande quantité que beaucoup d'adultes TDAH pratiquent est désolante à tous les niveaux, et diminue sérieusement l'espérance de vie et sa qualité, et cela va souvent avec une mauvaise alimentation, et aucun exercice physique. Il faut donc s'attendre à une fin de vie pleine de maladies et de souffrances. La plus courante est le diabète de type 2 qui en entraîne beaucoup d'autres. Tout le monde sait aujourd'hui que l'abus de tabac et d'alcool est nocif, mais on ne parle pas assez du café qui garde une place privilégiée dans notre société de par les rituels et la convivialité qui lui sont associés. De nombreuses études montrent que le café augmente ses capacités de concentration et de mémorisation à court terme. Le problème est que ces études se basent sur des tests psychotechniques effectués juste après la tasse de café, et ne prennent pas en compte l'état général du sujet au cours de la journée et de la semaine, tension générale, stress, rumination. La caféine provoque dans la journée, la semaine et à long terme, le résultat inverse des études sur le café, à savoir une mauvaise attention et une difficulté à mémoriser du fait d'un état général qui se dégrade. Voilà donc comment se propage une fausse croyance derrière des arguments scientifiques. Les personnes équilibrées neurologiquement, donc non TDAH, et non sujettes au mauvais stress peuvent se permettre une ou deux tasses de café, voire plus, mais n'essayez pas d'en faire autant. Si bien sûr essayez. Et voyez ce que cela vous procure quelques heures et jours après. Donc plusieurs tasses de café corsé quotidiennes entraînent une tension interne, et décuplent tous les symptômes négatifs du TDAH. La concentration augmentée sur le très court terme, quelques heures, se paye très cher à moyen et long terme avec un mauvais stress accru qui va diminuer au contraire toutes nos capacités. De plus, cela peut générer des maux de tête par la suite quand on essaie de diminuer les doses. Attention aussi aux boissons énergisantes très à la mode, mais qui contiennent essentiellement du café, ou du guarana qui contient lui-même beaucoup de caféine. Ne pas pouvoir démarrer sa journée sans café est une croyance plus qu'une réalité. Si vous êtes accro au café, sachez qu'il n'y a pas de dépendance physique dans la caféine. Donc gardez le rituel, bien sûr, c'est le plus important, par exemple en prenant du décaféiné. La différence de goût n'est pas énorme bien qu'il soit un peu plus amer pour les experts. Le décaféiné peut même être très bon si vous avez une cafetière à capsules de café, préférez un décaféiné bio, ou encore mieux des décaféinés en grains qui ont bénéficié d'un processus de décaféination long, et sain à base d'eau. Il existe aussi des substituts à base de céréales et de chicorée, comme le yanois dans les magasins diététiques, sans gluten, qui sont bluffants de ressemblance au niveau de l'apparence, épais avec la petite mousse blanche par-dessus, et même du goût, l'équivalent d'un café soluble. Il suffit en général de moins de 2 semaines pour changer cette habitude du café en le remplaçant par du décaféiné ou un autre substitut. C'est un point de départ facile pour le renouveau que vous attendez, car la caféine ne constitue qu'une dépendance psychologique contrairement au tabac, et à l'alcool. On peut éventuellement utiliser la caféine de temps en temps pour se doper au niveau concentration, surtout si on est hypoactif, et l'effet est d'autant plus intéressant qu'on en prend peu souvent et en petite quantité, préférez un café léger à base d'arabica uniquement, sans robusta.
La caféine a aussi un intérêt avant le sport pour rendre l'effort plus intense, et donc augmenter ses vertus vues plus haut. Les célèbres boissons à base de coca sont efficaces pour cela, sucre plus caféine, spécialement si vous faites un effort sportif avant un repas, mais préférez quand même les fruits qui amèneront une énergie rapide sans processus de digestion lente. Un autre dopant naturel est le chocolat noir ou encore mieux le cacao maigre à 100%, sous forme de boisson ou de pâte à tartiner auquel on pourra rajouter un sucre alternatif pour le goût comme la stevia. Au quotidien prenez plutôt du thé vert qui a jusqu'à 10 fois moins de caféine qu'un café, sous forme de théine, et contient en plus de la L-théanine, un acide aminé qui stimule sans exciter, sans provoquer un stress insidieux comme avec le café, avec en plus des propriétés déstressantes. La L-théanine est un des plus puissants compléments alimentaires pour stimuler efficacement l'attention, et on trouve souvent ce composant dans les compléments alimentaires spécialité DAH. La L-théanine est un acide aminé naturel qui renforce la production de sérotonine, dopamine et GABA. Chaque tasse de thé vert contient environ 20 mg de L-théanine, il existe des gélules dosées à 100 mg pour la tension et la gestion du stress. Le goût d'un thé vert brut est assez difficile au début, donc allez chez un marchand de café ou thé, et achetez en vrac du thé vert très aromatisé, certains sont même délicieux. Vous aurez ainsi plus envie d'en consommer souvent dans le cadre de pauses régulières dans la journée, de plus il est globalement bon pour la santé, antioxydant, mais s'il gêne l'absorption du fer donc ne pas en abuser quand même. La L-théanine facilite le sevrage à la nicotine, et peut vous aider à arrêter de fumer. Le thé noir a moins d'intérêt et contient généralement plus de caféine, théine, qu'un thé vert et 3 fois moins de L-théanine, mais il reste quand même plus intéressant que le café. Quand vous aurez appliqué tous les principes énergétiques et relaxants de ce site, vous pourrez même vous passer de ce stimulant. Il existe aussi d'autres boissons chaudes intéressantes comme des tisanes contenant des mélanges de plantes avec certaines propriétés, anti-stress, relaxantes, dynamisantes, digestives, ou favorisant le sommeil. Un chapitre entier sera consacré plus loin sur les liens entre une bonne diététique, et une bonne énergie propice à l'attention avec une humeur stable. Mais ce n'est qu'une partie de l'hygiène de vie et de son corps dont on a déjà beaucoup parlé dans ce tableau.